Bonjour chers élèves du terminal F4, je suis M. Mbouma Moulongi Julikael, votre enseignant de mécanique appliquée et de résistance des matériaux. Notre leçon du jour porte sur la flexion. Considérons une poutre sur deux appuis. Soumise à une charge concentrée verticale. La charge, c'est celle-là. Ensuite, on constate que les fibres situées en partie supérieure, donc ici, sont sollicitées en compression. Tandis que les fibres, celles qui sont situées dans la partie tendue, ici, sont sollicitées en traction. Entre ces régions, il existe une fibre qui n'est ni neutre, ni comprimée. C'est celle qu'on appelle la fibre neutre, celle-là. Donc, entre les deux régions de la zone comprimée et la zone tendue, nous avons une fibre, celle-là, c'est celle qu'on appelle la fibre neutre. Bien. Pour aborder ce cours, vous devez avoir nécessairement les notions de matériaux de construction, des forces, des vecteurs, des dérivés et des caractéristiques mécaniques des sols et éventuellement les calculs sur les primitives, les contraintes, les modélisations des liaisons et des actions mécaniques, suivies également de la résolution d'un problème statique. Comme objectif général de ce module, de ce chapitre également, donc vous allez tracer les équations des efforts internes, puis dimensionner par les conditions de résistance les éléments d'une structure. Comme objectif spécifique, vous allez identifier les équations des efforts internes, bon, déterminer, pas identifier, excusez-moi, tracer les diagrammes des efforts internes, ensuite dimensionner les éléments d'une structure afin de vérifier leur résistance. Alors, nous avons passé dans le vif du sujet, on va définir qu'est-ce qu'on entend par flexion pure. La flexion pure est un état de sollicitation dans une section droite de la poutre si le torseur des efforts de cohésion se réduit au centre de gravité de cette section uniquement à un seul effort. Donc, ici, le torseur de cohésion, on va vous dire, torseur de cohésion, d'accord, au centre de gravité doit être égal à, donc l'effort normal doit être égal à 0, l'effort tranchant est égal à 0, ensuite le moment fléchissant doit être différent de 0. Tout ça se réduit au centre de gravité G. Donc lorsque vous avez l'effort normal est égal à 0, l'effort tranchant est égal à 0, le moment fléchissant est différent de 0, il faut savoir que vous êtes dans le cas d'une flexion pure. Et en bas, vous avez une illustration de la poutre sollicitée en flexion pure. Donc, vous avez la zone où il y avait, là vous voyez les pointillés, ça c'est la zone destinée à la flexion pure, et vous avez un diagramme du moment fléchissant
qui est plus bas. Ensuite, la flexion simple. De même, c'est un état de sollicitation dans une section droite de la poutre. Si le torseur des efforts de cohésion s'est réduit au centre de gravité de cette section à 2 efforts différents de celui que nous avons vu. Donc, ça veut dire que le torseur de cohésion, donc torseur de cohésion, s'est réduit au centre de gravité G, d'accord? On aura Nx qui est égal à 0, Vx différent de 0, et vous avez le moment fléchissant différent de 0. Et ça, c'est réduit au centre de gravité. Donc vous allez facilement identifier qu'est-ce qu'on entend par flexion simple et flexion pure. Quand vous avez ce genre d'équation, au niveau de si vous avez les deux éléments différents des 0, donc l'effort tranchant et le moment fléchissant est différent des 0, et l'effort normal est égal à 0, ça veut dire que si vous avez la flexion simple. Et ensuite, vous avez l'illustration également de la flexion simple. Vous voyez qu'il y a l'effort tranchant qui est égal à QL sur 2, et le moment fléchissant, donc le moment fléchissant qui est le moment maxi, ça fait QL au carré sur 8. Convention et représentation des efforts internes. Ici, il y a une convention, c'est celle qu'on utilise. Bon, il y a tellement de... ça, c'est la convention qu'il faut respecter. Donc, la convention, c'est celle-ci. D'accord? Donc, ici, quand vous faites des coupures au niveau des zones, donc, ici, par exemple, si nous avons l'appui A, donc on aura la réaction RA ici, et ici, toutes les forces dirigées vers le haut, un peu le repère mathématique, donc on aura Vx, donc ça dit que c'est positif, ici, et si vous avez ces forces dirigées de ce sens, hein, du niveau de l'effort normal, c'est positif également, et ensuite le moment fléchissant, d'accord, tourner dans ce sens, également positif. Et tout ça, c'est réduit au centre de gravité G. Bien sûr, ici, vous allez remarquer, ça, c'est une charge uniformément répartie à une distance X. Ensuite, au niveau, ça, c'est la coupure, on va dire, ça, c'est la coupure à gauche. Ensuite, la coupure à droite, la convention, celle-là. Donc ici, si nous avons un point B, par exemple ici, avec une répartition des charges, la charge QX, et toujours, puisque ici, au niveau de la coupure à gauche, vous avez RA, donc ici, RA, si on coupe à une certaine distance, la valeur c'est X. Or, ici, quand vous coupez du côté droit, donc ça c'est la coupure à droite, quand vous coupez de ce sens, ici le repère est renversé. Donc ici on aura moins NX, ensuite moins VX, et ici moins le moment fléchissant tourné de ce sens. Vous voyez, c'est à peu près sur le même repère, mais on a tourné ce repère, parce qu'il y a une coupure à gauche et il y a une coupure à droite. Donc c'est la convention qu'il faut respecter. Contrainte. Dans la partie contrainte tangentielle, donc dans la contrainte, vous avez la contrainte tangentielle et vous avez la contrainte maximale. La contrainte tangentielle, puisque là, nous sommes dans le cas de la flexion simple, vous avez Vx qui est différent des 0, donc la contrainte tangentielle est égale à quoi? À l'effort tranchant multiplié par le moment statique sur la base multiplié par l'inertie selon l'axe Gz. Donc avec taux max qui est égal à la contrainte tangentielle maximale, IGZ c'est l'inertie générale de la section droite, Vx c'est l'effort tranchant, et MST Gz, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment statique maximal selon l'axe Gz. Au niveau des contraintes normales dues au mouvement fléchissant, il faut juste respecter ces formules. Donc, au niveau de la partie tendue, c'est si la contrainte maxi est égale au mouvement fléchissant sur l'inertie sur la fibre à distance de centre de gravité à la fibre inférieure. Ça, c'est du côté de la partie tendue. Et le moment fléchissant, dans la contrainte normale due au moment fléchissant, prime, ça c'est la partie comprimée,
c'est la même formule. D'accord? Vous voyez, c'est le moment fléchissant sur l'inertie divisé par la distance de centre de gravité à la fibre inférieure. Donc vous avez V, distance, comme je viens de le dire, centre de gravité à la fibre supérieure, et V', distance de centre de gravité à la fibre inférieure. C'est un peu ceci. Si on prend l'exemple de cette poutre qui fléchit ici, d'accord? Si elle fléchit comme ça, donc on aura, pour représenter V, V c'est quoi? La partie tendue c'est celle-là, donc V est ici, et ensuite ici c'est V'. Voilà. Donc, toutes ces contraintes doivent respecter les conditions de résistance. Et ces conditions de résistance, puisque nous sommes dans le cas de la flexion simple ici, donc ça dit que l'effort tranchant sur S, d'accord, doit être inférieur ou égal à la résistance pratique au glissement. Vous avez également la deuxième condition de résistance. Si c'est la poutre, si nous sommes dans le cas d'une poutre comme celle-ci, au niveau de la zone tendue, donc vous avez MF de X fois la distance V sur I doit être inférieure à la résistance pratique. Et au niveau de la compression, d'accord, c'est également la même formule. Et toutes ces formules nous amènent à quoi? Ça veut dire que la section doit être supérieure ou égale à V sur la résistance, la limite, la résistance pratique au glissement. Ensuite, vous avez I sur V doit être supérieur ou égal à MF, donc MF sur la résistance pratique. Toutes les conditions doivent satisfaire, sinon on va redimensionner. Parce que lorsque si vous ne respectez pas, par exemple, si ces conditions ne sont pas respectées, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redimensionner en fait l'élément que vous cherchez à dimensionner. Ensuite, l'allure du diagramme des contraintes normales. Donc ça c'est dans un cas. Si le moment fléchissant, par exemple, est supérieur à 0 et n est égal à 0, vous voyez, la partie comprimée est en haut, c'est là où j'ai assuré, et la partie tendue est vers le bas. Donc, sachant bien que l'effort normal, donc la contrainte normale est égale à 0, voilà pourquoi il y a un trait. Vous voyez, on ne peut pas tracer, le diagramme est égal à 0. Ça veut dire que la contrainte est égale à 0, et vous avez la contrainte maxi due au moment fléchissant est différente de 0. Donc, lorsqu'on additionne toutes ces contraintes-là, pour nous donner la contrainte maximale, vous allez avoir la même valeur. Donc, ça veut dire que la contrainte maximale prime doit être égale à la contrainte maximale, d'accord, de la partie comprimée, plus la contrainte normale qui est égale à 0, soit toujours donner la contrainte maximale dans la partie comprimée. Et ça va de même également pour la partie du bas. La démarche à suivre pour la résolution d'une structure en sollicitation en flexion. Donc, vous avez à respecter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, d'abord, la première chose, c'est modéliser le système mécanique. Ensuite, vous allez vérifier la nature du système mécanique, déterminer les réactions aux appuis, déterminer les équations des efforts internes, tracer les équations, donc les efforts internes, ensuite dimensionner à partir des conditions de résistance, d'accord? Tous ces éléments-là, afin de quoi? De vérifier ces conditions de résistance. Donc voilà la méthodologie à suivre. Ça, c'est une méthode normalement qu'on applique en terminale, parce que quand vous êtes au supérieur, il y a des choses qui s'ajoutent. Ça, c'est lorsqu'on veut dimensionner, par exemple, une structure à partir des conditions de résistance. Activité. Donc ici, on vous donne une poutre en acier, transversale ronde, comme le montre la figure ci-dessous. Donc, la poutre, comme vous la voyez ici, donc, il y a un moment du côté au point C, d'accord, qui tourne du sens contraire de notre repère de convention des signes ici, avec une charge répartie qui est égale à 4 kN par mètre linéaire. Ensuite, une charge ponctuelle P qui est égale à 20. Vous avez toutes les dimensions. Mais on va vous demander forcément c'est-à-dire que vous avez ceci. La première chose à faire, c'est déterminer la question qu'on vous posez dans cet exercice, c'est déterminer les réactions aux appuis, déterminer les équations des efforts internes le long de la poutre, ensuite tracer les efforts internes, puis déduire la valeur du moment fléchissant.
au point X est égal à 0. Et la quatrième question, c'est déterminer le diamètre D de la section de la poutre avec la résistance pratique qui est égale à 160 mégapascales et l'inertie qui est égale à 0,0491 D à la puissance 4. On va passer à la résolution de l'exercice d'application. Donc, comme je disais, vous allez suivre les questions qu'on vous les a montrées ici. Donc, la première chose, c'est calculer les réactions aux appuis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, si je considère cette poutre, en considérant cette poutre comme elle est donnée dans cet exercice, c'est-à-dire que lorsqu'on calcule les réactions aux appuis, la poutre, elle est voilà. Donc, elle était comme ça. Bon, je vais parler de ça. On va prendre un exemple simple hein, pour aller un peu plus vite. Si vous avez ceci, par exemple, donc la première chose à faire ici, c'est quoi? Avec, par exemple, on va dire 2 mètres. Si on répond, par exemple, à cette question, déterminer les équations des efforts internes. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez écrire 1. Calcul des efforts internes. Pour calculer les efforts internes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la résolution des équations des efforts internes. Mais pour résoudre ces équations des efforts internes, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez, premièrement, d'abord, déterminer la nature du système mécanique. La nature du système mécanique. Si on considère ce système comme il est donné ici, ici c'est un appui double. Donc ici on aura quoi? Une réaction verticale dirigée vers le bas, positive. Et ensuite ici, dirigée vers le haut, positive. Et ensuite ici on aura au point B, vous avez une réaction vers le bas. Donc ici ça fait quoi? Ça donne 3 inconnus. Donc on aura 3 moins quoi? On aura 3 équations d'équilibre, moins les 3 équations, donc n est égal à 0. Donc dans ce sens, on dira que n ici, d'accord, c'est un système isostatique. Parce qu'au niveau des terminales, on étudie les systèmes isostatiques, parce que les systèmes hyperstatiques, c'est un peu supérieur. Mais que cela ne tienne, on peut vous donner les systèmes également hyperstatiques, tout dépendant de vos niveaux. Donc ici, si vous avez le cas d'un système hyperstatique, ce qu'il faut faire, ça veut dire vous allez décomposer en fait ce système, d'accord, en système isostatique. Donc, si vous avez n est égal à 0, ça veut dire que le système est isostatique. Et si n est supérieur à 0, ça veut dire que le système est hyperstatique. Et quand n est inférieur à 0, ça veut dire que le système est hypostatique. Donc, vous allez déterminer ceci. Ensuite, 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez calculer des réactions aux appuis. Pour le calcul des réactions aux appuis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les 3 équations d'équilibre. Donc, la somme des forces en X qui est égale à 0, la somme des forces en Y qui est égale à 0, et la somme des moments par rapport au point où il y a plus d'inconnus. Par exemple, si on prend ce système mécanique, par rapport à A est égal à 0. Donc ici, ça c'est la première équation, la deuxième équation et la troisième. Donc on va résoudre, lorsque vous allez résoudre ceci, donc vous allez prendre toutes les forces qui sont dirigées du côté gauche positive comme ça. Par exemple, si on prend ce système, on aura XA plus quoi? Plus 0 est égal à 0, ce qui entend que XA est égal à 0. Ensuite, si on prend la deuxième équation, on aura YA positive comme ça, ensuite YB moins Q. Q c'est quoi? C'est la charge répartie sur cette longueur, donc on aura 3 multiplié par 2 qui est égal à, voilà, 3 multiplié par 2, ça donne 6. Donc ça fait YA plus YB est égal à, ça fait moins 6. Quand ça traverse, ça va devenir 6. Et vous déterminez le moment, ici. Le moment, c'est égal à quoi? Vous allez prendre ceci. Donc, puisque le moment à ce point
XA s'annule, YA s'annule. Donc on aura uniquement, ça c'est quoi? On va dire, ça c'est quoi? On va dire, on aura 2. Donc on va dire, si ça tourne de ce sens, en suivant ce repère, donc on aura, le moment, on va tourner dans ce sens, on aura 2 fois Y, donc ça fait 2YB, d'accord? Moins cette charge, donc 3 fois 8, donc 3 fois 2, moins 3 fois 2, d'accord, est égal à 0. Et ça va vous donner YB, d'accord? Vous balancez tout ça de l'autre côté, divisé par 2, vous allez trouver la même valeur. Donc ça veut dire que si on considère ce système, en résumé, ce système, lorsque vous regardez, puisque c'est symétrique, YA est égal à YB. Donc facilement pour calculer ce système, on va dire YA est égal à YB. Ça veut dire quoi? C'est cette charge, d'accord, multipliée par 2, divisé par 2. Donc ici, c'est juste un exemple que nous avons pris pour la résolution du système mécanique. Donc avant de calculer les équations des efforts internes. C'était juste pour une parenthèse. Maintenant, on va arriver au niveau des équations des efforts internes. Donc, pour les équations des efforts internes, parce que le système qu'on vous a donné en activité, c'est juste pour vous démontrer. Voilà, vous voyez, c'est ici, l'équation des efforts internes. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut identifier les zones. La zone est entre 2 points, bien entre 2 forces. Donc, si on pense au système mécanique, vous aurez la zone CA. Et quand on prend la zone CA, vous la découpez. Donc, X est compris entre 0 et 3. Donc, vous allez calculer l'effort. Donc, l'effort NX doit être égal à 0. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune force selon X qui existe. Maintenant, on va prendre la somme des forces en Y qui est égale à 0. Vous allez voir tout ce qui est. Il faut seulement suivre le repère qu'on vous a donné au niveau de la convention des sites. Donc, vous allez Y, vous avez quoi? Juste, vous avez Y, on aura Vx, d'accord, moins Q fois X. Et le Q, là-bas, on vous a donné, c'est dans l'exercice, ça fait 4. Donc, ici, on aura quoi? C'est égal à 0. On aura Vx moins 4x est égal à 0. Ce qui donne que Vx est égal à 4x. Et c'est ça qui est donné là-bas. Donc, l'équation que vous voyez, les équations que vous voyez, ce n'est que les valeurs qui doivent permettre ici de tracer le diagramme des efforts internes. Donc, si x est égal, par exemple, à 0, on remplace, ça fait 4 fois 0, donc v est égal à 0. Maintenant, si x est égal à 3, on va dire 4 fois 3, ça donne 12. Donc, ainsi de suite. Donc, on va arriver au niveau du diagramme des efforts internes. En tout cas, vous suivez seulement la méthodologie en respectant tous ceux qui sont dirigés, en fait, les conventions de site, tous ceux qui sont dirigés, qui suivent le repère qu'on vous a donné, si c'est positif, vous suivez également ces signes-là. Donc, on va arriver également à la zone DB. C'est le même procédé de calcul. D'accord? Vous posez vos équations des efforts internes. Il y a 3 équations. Il y a NX, il y a VX et le moment fléchissant. Et les résultats sont avec vous. Donc, vous allez vérifier ça sûrement à la maison. Ensuite, on va passer au tableau récapitulatif. Comme je disais, si on remplace la valeur de X dans ces équations, vous avez tout ceci. Donc, tout ce que nous avons trouvé, ce sont les valeurs qui nous permettent ici, de tracer le diagramme des efforts internes. Et vous allez plus bas, vous allez regarder plus bas. Donc, il y a le diagramme des efforts internes qui est là. Donc, il faut juste respecter les zones avec les valeurs que vous avez calculées dans le petit tableau. Si x est égal à 0, d'accord, vous remplacez, ça doit être 0. Si x est égal à 4, vous remplacez, donc le tableau est, vous avez l'organigramme. À l'effort normal, ça donne 0. À l'effort tranchant, d'accord, vous avez toutes ces valeurs, vous remplacez individuellement dans les équations, et vous avez le moment également fléchissant, vous remplacez pour tracer ce diagramme-là. Voilà. En respectant la logique des questions, pour déterminer le moment fléchissant maximal, vous regardez le diagramme, vous voyez la valeur, parce qu'il y a une valeur qui est à 60, et il y a une autre valeur qui est égale, qui faisait, je crois, 50, ça faisait, je crois, 50, 58, c'est 50. Donc, vous faites le choix, puisque en 60 et 50,
La valeur supérieure, c'est 60. Et cette valeur qui nous permet normalement de dimensionner, parce qu'on prend les valeurs maximales. Puisque l'objectif, c'était de déterminer le diamètre D. Donc, il faut poser la condition de résistance. Et cette condition de résistance, c'est sigma M doit être inférieur ou égal à RP. Et quand vous posez cette condition de résistance, d'accord, sigma M, c'est quoi? C'est le moment fléchissant que vous avez déterminé, donc la valeur maximale, multiplié par V sur I doit être inférieur à RP, la résistance pratique. Donc ça, c'est la résistance pratique admissible, et là, c'est la résistance à calculer, que vous avez calculé. Et quand vous faites ceci, vous remplacez, vous aurez I sur V doit être supérieur ou égal à MF de X sur RP. Et puisqu'on vous a donné I dans l'exercice, qui est égal à 0,0491, d'accord, vous remplacez, comme vous suivez le cheminement, ça donne la valeur de V. Et V, ça donne 7,85. Puisque V, nous avons une section circulaire, d'accord, et V, c'est quoi? V, c'est, puisque le moment est positif, donc V est ici, V' là, qui est égal à quoi? R, ici, ça fait R. Donc, on remplace, d'accord, et puis, vous avez la valeur de D. D est égal à quoi? 2, ça fait 2 R. Mais puisque R est égal à V, donc on aura 2 fois V. D'accord, vous remplacez dans l'équation. Ouais, vous allez s'imprimer. En tout cas, la démarche est avec vous là-bas. Voilà. Vous suivez, la valeur D est égale à 15,110. Parce que l'objectif, c'était de dimensionner cette valeur, dimensionner la section de cette poutre-là. Voilà, nous sommes au terme de notre séquence. Donc, chers élèves, je vous remercie d'avoir assisté à ce cours de mécanique appliquée. Tout ce que je vous demande ici, c'est de respecter les mesures, les barrières données par le gouvernement. Donc, soyez attentifs et on espère qu'on se verra peut-être d'ici là. Merci.